c'est la grosse question qui nous turlupine tous, de savoir, bon, on a ce virus, et ce virus, qu'est-ce qu'il va donner comme problème pour nous, pour les patients? Est-ce que c'est vraiment un risque ou bien pas? Alors, déjà, juste pour me présenter, donc, Dr Marcel Denet, je ne suis pas un clinicien, je suis un scientifique. J'ai commencé par faire des études de chimie. Et puis ensuite, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans quelque chose d'autre. J'ai commencé à travailler sur les poudres. J'ai fait donc un doctorat sur les poudres, en technologie des poudres. J'ai passé 4 ans et demi à étudier la technologie des poudres. Après avoir fait encore un postdoc, avoir essayé de lancer une start-up sur les poudres, j'ai rejoint EMS en 2004. Et puis depuis 2004, eh bien, effectivement, je suis chez EMS et je m'occupe de l'airflow, des poudres, de tout ce qui est l'aspect airflow et tout ce qui va autour. Et puis, forcément, le sujet des aérosols, c'est de la matière divisée. Cette matière divisée, elle rentre clairement dans le domaine des poudres. Et donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que voilà, ça fait partie un petit peu de ma spécialité. Et je pense que là, j'aimerais donner ici un point de vue un petit peu plus technique sur ces aérosols pour bien les comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites grand public et qui vont un petit peu dans tous les sens, et j'aimerais un petit peu remettre un petit peu l'église au milieu du village. Alors, hop, non, c'est pas comme ça. Alors, si je fais comme ça. Donc, le gros problème qu'on a par rapport à ces aérosols et ces virus viennent grosso modo de ces images qui circulent sur Internet ou qui circulent dans les médias, qui disent, eh bien voilà, le virus, il est transmis par la salive. Quand il y a une personne qui parle, qui tousse, qui éternue, elle va générer des particules et ces particules vont être transmises à une autre personne en face qui va pouvoir les inhaler. Et comme le virus va se déposer dans les branches, ce qui est inhalé, c'est effectivement dangereux. Et donc, on a tout cet aspect-là qui est extrêmement dangereux. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un élément super important. La transmission est faite par la salive. C'est-à-dire que le virus, ce n'est pas quelque chose qui virevolte tout seul, comme ça, sans rien du tout, dans l'air, et puis qui fait des centaines de kilomètres, et puis qui après va être inhalé par une personne qui va tomber malade. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait un médiateur. Le virus, c'est quelque chose qui se met sur des bactéries, sur des cellules, donc c'est une sorte de parasite. Donc, il va se déplacer avec son support et tout cela se passe par le milieu liquide, par la salive. Donc ça, c'est un élément assez important ici sur cette transmission. Ensuite, dans cette transmission, effectivement, en fonction de la taille des gouttelettes de salive, on peut avoir une transmission qui se fait ce qu'on appelle par les surfaces, c'est-à-dire ça va se déposer sur le sol. Ensuite, une personne va toucher cela, va ensuite mettre les doigts à la bouche et hop, on pourrait avoir une contamination comme ceci. Ou alors une contamination directe, mais pour cette contamination directe, ça nécessite d'avoir des petites particules. Alors, ça, c'est un schéma qui est assez compliqué. Maintenant, ça tourne un petit peu dans tous les sens. Essayons de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et cet ordre, il est forcément nécessaire parce que quand on commence à parler en dentisterie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, on a de l'airflow. Alors, de l'airflow, quand on voit une buse, où elle commence à créer, à générer de l'aérosol. On a du piezo aussi, ça va générer de l'aérosol. On a tous les appareils de dentiste, le contre-angle, on a la soufflette liquide et tout ça, qui va aussi générer de l'aérosol. Et puis là, on a forcément cette question, quel lien y a-t-il entre toutes ces techniques et notre virus qui nous fait peur? Et puis la salive là-dedans, comment est-ce qu'elle interagit avec tout cela? Comment est-ce qu'on peut trouver une sorte d'équilibre là-dedans et trouver un petit peu qu'est-ce qui se passe? Alors je dirais pour ça, on a une définition de l'aérosol, si on va chercher sur Internet, c'est assez facile. Les aérosols, ce sont des particules fines dans l'air. C'est une définition très générale, très générique, mais je dirais qui, pour quelqu'un comme moi, un technologiste des poudres, eh bien, cette définition n'est pas satisfaisante parce qu'elle est beaucoup trop large.
Et en fait, il faut qu'on creuse plus loin sur cette définition pour bien comprendre ce qu'est un aérosol. Ces particules dans l'air, elles peuvent avoir deux caractéristiques. Elles peuvent être soit solides, soit liquides. C'est déjà important de se rendre compte de cette distinction. Sur ces particules solides, on a des particules qui sont extrêmement fines. C'est les fumées, qui sont généralement inférieures à 1 micron. C'est typiquement ce qui sort d'une voiture diesel, derrière le pot d'échappement d'un diesel, ou alors la fumée d'une cigarette. Voilà, on a des nanoparticules solides qui sont un aérosol qu'on appellera une fumée. Ou alors, si les poussières sont plus grosses, on a de la poussière. Et cette poussière, eh bien, cette poussière, elle a cette capacité de se déposer dans le temps. Donc, jusque-là, tout va bien, on a les particules solides. Maintenant, on a les particules liquides. Et sur les particules liquides, c'est pareil. On a aussi une distinction de taille. On a des particules liquides qui tombent rapidement, qui peuvent aussi être considérées comme un aérosol, mais voilà, elles tombent sur le sol. Alors, l'exemple assez typique, c'est la pluie, qui sont des grosses particules ou qui est un brouillard fin qui peut rester en suspension dans l'air et gentiment se déposer ou se déposer en rosée. Voilà, on a ces particules liquides plus grosses. Et ensuite, on a des particules beaucoup plus petites, qui sont autour des 50 microns. Et ça, ce sont les particules qui commencent à être problématiques pour le biotransport. C'est clair que les particules qui se tombent rapidement, elles ne vont pas pouvoir amener loin des contaminations, des virus, des bactéries et ce genre de choses. Par contre, les plus petites particules de liquide dans l'air, elles auront cette proportion de pouvoir transmettre des bactéries et donc du virus dans l'air et donc transmettre une certaine contamination. Donc ici, on voit déjà que dans toute cette définition d'aérosol, il n'y a pas tous les aérosols qui sont problématiques par rapport à la contamination. Et donc, c'est là où il faut commencer à mettre les choses un petit peu au clair. Alors, si maintenant, on va regarder dans la dentisterie, justement, dans ce qui nous intéresse, quels sont les types d'aérosols qu'on va trouver? Alors, on va trouver effectivement des aérosols qui sont faits à partir de particules solides, de la poussière. C'est typiquement les poudres Airflow, ce qu'il sort, ou bien quand on manipule la bouteille et qu'on verse la bouteille, on peut avoir ces particules solides, cette poussière, qu'on peut appeler aérosol aussi. On a ensuite les éclaboussures. Des éclaboussures, on en voit souvent dans la zone de traitement. Ce sont des particules plus grosses qui tombent rapidement, qui restent autour de la zone de traitement. On a ensuite l'aérosol d'appareil, c'est-à-dire ce qui sort directement de l'appareil, cet aérosol-là. En principe, il n'est pas contaminé. C'est l'eau qui est de l'appareil. Et on a ensuite l'aérosol de traitement qui, lui, est l'aérosol contaminé qui va nous poser problème. Alors, c'est important de faire cette distinction entre ces différents types d'aérosols pour bien comprendre les choses. Parce que chaque type d'aérosol, en fait, il a ses propres questionnements, ses propres problèmes, ses propres niveaux de sécurité. Effectivement, quand on parle de particules solides, on va se dire, tiens, quelle est la sécurité du matériau? Est-ce que le matériau qu'on va inhaler va créer des problèmes de santé? Est-il poison ou bien pas? Si on parle des éclaboussures, eh bien voilà, ces éclaboussures ont-elles pris de la contamination en elles ou bien pas? Ces questions-là. Sur les aérosols d'appareil, ils sont non contaminés, mais je dirais dépendant de la propreté des lignes d'eau. Est-ce que ma ligne d'eau est propre? Maintenant, si l'eau qu'on a déjà dans le réseau est contaminée, l'aérosol d'appareil sera contaminé au même titre que la ligne d'eau qui amène vers l'appareil. Et ensuite, on a l'aérosol de traitement qui, lui, est contaminé et c'est là où se posent ces questions de virus ou de bactéries. Mais donc là, on voit, on a 4 types d'aérosols distincts. Et sur ces 4 types d'aérosols distincts, on a des questions qui sont différentes pour chaque type d'aérosol. Donc juste là, pour ceux qui connaîtraient moins l'Airflow, qui n'auraient peut-être pas trop d'idée de ce que c'est juste un petit rappel. On a de l'air comprimé qu'on va faire traverser un récipient de poudre. Et ensuite, ce récipient de poudre, on a un mélange air plus poudre qui va être généré. Ce mélange air plus poudre va être projeté, grâce à l'air comprimé, sur une surface. Donc, tout cet état-là, la poudre, elle est propre, elle ne va pas pouvoir se contaminer.
C'est au moment où cet aérosol, cette poudre, commence à taper la surface de la dent qu'elle va pouvoir prendre une contamination. Mais avant, l'aérosol, lui, il n'est pas contaminé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter autour de cette poudre, parce que cette poudre, elle a des tailles de particules relativement fines, on va rajouter de l'eau, cette eau ici qui est autour, et cette eau est là principalement pour attraper les particules de solides, de poussière. Donc, pour minimiser la poussière, on va faire des gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau sont plus grosses et justement, elles vont prendre ces poussières fines, plus fines, pour pouvoir les faire tomber plus rapidement et éviter qu'elles partent un peu partout dans le cabinet dentaire. Cette eau qu'on rajoute, évidemment, n'est pas contaminée encore comme pour la poudre. C'est seulement à partir de contact sur la surface de la dent que la question se pose. Donc, si maintenant on regarde plus en détail ces particules solides, on va commencer par ce premier type d'aérosol, ces particules solides, ben voilà, c'est relativement facile à quantifier. On a fait des tests ici chez nous. On va pouvoir mettre un nez artificiel qu'on va mettre sur le nez du patient, par exemple, pour être vraiment très proche de la zone de traitement. Sur ce nez artificiel, on va mettre un filtre, on va collecter les poussières que le patient aurait aspirées. Et puis avec ça, on peut quantifier la quantité de poussière par mètre cube d'air que le patient va inhaler. Et par rapport à ça, on peut après séparer en fonction des différents composants de la poudre, en l'occurrence l'érythritol, la silice, la chlorhexidine ou le CPC, dépendant des régions. En France, vous n'avez que de la chlorhexidine. Et ce qu'on a vu, j'ai déjà fait un autre séminaire là-dessus, c'est que ces concentrations-là sont parfaitement safe, secure pour la santé. Il n'y a aucun problème de santé avec ces matériaux solides à ces concentrations-là dans l'air. Donc, en soi, ces particules solides, oui, c'est un type d'aérosol, oui, qui a ses propres problèmes, mais ça ne semble pas être la question ici, et puis ça ne semble justement pas poser de problème plus que de mesures par rapport à la santé. On est donc assez content. Maintenant, la grosse question, elle va, est-ce que ces particules solides peuvent être contaminées? Ça c'est encore une meilleure question, parce que comme ce sont des petites particules, eh bien ces petites particules, si elles sont contaminées, eh bien elles peuvent aller plus loin. Maintenant, si on considère ici on a un exemple, on a une particule de plus et on a une bactérie, et ça c'est plus ou moins à l'échelle. La particule de plus arrive sur la surface. Oh là là, est-ce qu'elle arriverait à faire fonctionner l'animation? Oui. Arrive sur la surface à une vitesse de 700 km à l'heure. Et elle va taper la bactérie à cette vitesse-là, à 700 km à l'heure. Alors, il est clair que quand une particule arrive à 700 km à l'heure sur une bactérie, la bactérie, elle ne va pas trop apprécier l'énergie d'impact. D'autant plus qu'en fonction du nombre de particules qu'on a, on a plus que 22 particules qui vont taper sur la même bactérie en 0,05 secondes. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, il y a très peu de chances pour la bactérie de survivre à cet impact et encore plus de se raccrocher à ces particules qui arrivent à cette vitesse-là. Alors, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que c'est l'impact d'une particule, eh bien, on va prendre une bactérie plus grande, ici, un être humain, et puis plus ou moins à l'échelle, une particule de la poudre plus qui est un camion. Et donc, maintenant, cette vitesse des particules, vous imaginez, ce camion arrive à 700 km à l'heure contre cette pauvre bactérie qui se trouve là sur la paroi. L'énergie d'impact est telle que cette pauvre petite bactérie, elle n'aura pas le temps de s'accrocher au camion pour pouvoir rentrer dans le camion quand elle a reçu cette énergie d'impact. Et donc, il n'y a vraiment aucun risque de contaminer une particule solide. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur les particules solides, ce n'est pas elles qui vont transmettre, qui vont transporter une contamination de virus à travers l'air. Donc maintenant, on va regarder les éclaboussures. Les éclaboussures, vous avez ici une petite vidéo que vous voyez bien. Ces éclaboussures, voilà, on les voit bien lors du traitement. Ici, c'est un traitement qui est fait sans aspiration. Et on voit, et oui, effectivement, il y a
de l'aérosol, mais c'est essentiellement des éclaboussures, ces grosses éclaboussures qui vont sortir. Ces grosses éclaboussures, c'est des grandes gouttes d'eau qui sont entre 50 et 50 micromètres. Eh bien, elles ont de l'eau, évidemment, mais il y a de la salive, il y a du sang aussi. Et ça, on le voit sur la protection du patient. On met une sorte de bavette au patient. Ben voilà, on voit ces éclaboussures. Ces éclaboussures, elles arrivent ici. On les voit aussi, si on met des lunettes au patient, ben on voit sur ces lunettes du patient, oui, effectivement, il y a ces éclaboussures. Ces éclaboussures-là, évidemment, elles sont contaminées. Là, c'est clair. C'est des choses qui sortent du patient, c'est de la salive qui sort du patient, c'est du sang qui sort du patient. C'est quelque chose qui est contaminé. C'est donc quelque chose qui est dangereux à faire attention. Mais ces éclaboussures, elles sont très locales. Elles sont très grosses et donc elles auront une action qui est très locale. L'aire de contamination des éclaboussures, c'est autour de la zone de traitement. Et donc, pour pouvoir contrôler ces éclaboussures, contrôler l'effet de ces éclaboussures et ne pas être contaminé par ces éclaboussures, eh bien, c'est clair qu'il est important d'avoir une bonne protection personnelle, hein, d'être bien protégé soi-même, d'utiliser la grosse canule d'aspiration, c'est celle qui va permettre de minimiser au maximum ces éclaboussures, et puis, évidemment, d'utiliser un bain de bouche, parce qu'avec le bain de bouche, eh bien, on va réduire aussi la charge bactérienne de la salive et par là même, eh bien, on va minimiser ces éclaboussures, enfin, le degré de contamination de ces éclaboussures. Donc, en soi, ces éclaboussures, c'est un risque minimal pour le cabinet. Alors, c'est un risque pour le praticien qui doit bien se protéger lui-même, mais ça, c'est des choses qui sont déjà connues. Puis je dirais, les protections des praticiens, c'est quelque chose que vous faites déjà normalement. Mais ces éclaboussures, ça ne va pas aller embêter les patients ou bien aller jusque dans la salle d'attente ou ce genre de choses. Non, ça, il n'y a aucun risque pour le cabinet. Il n'y a aucun risque de contamination à grande échelle, loin dans le cabinet, ce genre de choses. Non, c'est vraiment juste local. Donc ici, pour ces éclaboussures, OK, il faut avoir une bonne protection personnelle. Maintenant, si on regarde les aérosols d'appareil, c'est vrai que quand on prend l'appareil directement dans la main, qu'est-ce qu'on voit? On voit, waouh, il y a plein de gouttelettes d'eau qui sont créées, avec le piéton aussi. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceci est contaminé? Bah, évidemment, non. Ce n'est pas contaminé. C'est de l'eau qui vient du réseau. Si on peut dire, ben voilà, il y a des virus qui peuvent venir dans cette eau, ça veut dire que dans l'eau du robinet que vous buvez, vous pouvez être contaminé par des virus. Non, le virus, il ne va pas se répandre comme ça, simplement par l'eau du robinet. Donc ici, l'eau qui vient du robinet, maintenant, généralement aussi dans les cabinets de dentistes, il va être nettoyé, filtré pour être sûr qu'il n'y a pas des algues. C'est surtout ce qu'il y a dans l'eau courante, un petit peu des algues, mais pas de virus, encore moins des coronavirus. Donc ici, cet aérosol d'appareil, lui, il n'a aucun problème de contamination. Donc maintenant, on arrive sur l'aérosol de traitement. Et l'aérosol de traitement, évidemment, maintenant, on va traiter dans la bouche. Et en traitant dans la bouche, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vraiment ressortir de l'aérosol contaminé? Quel est notre degré de contamination qui va se passer? Et pour ça, nous avons besoin de faire des mesures. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait des mesures pour savoir ce qu'il se passe. Et donc, pour faire ces mesures, eh bien, voilà, on a développé un système de mesure d'aérosol. Vous voyez ici un traitement qui est fait sans canule d'aspiration pour qu'on voie vraiment bien tout l'aérosol qui sort. Et puis ici, à côté, on a un système de mesure. Ce système de mesure va collecter l'aérosol et il va nous permettre de déterminer la contamination de cet aérosol parce qu'on va pouvoir mesurer ensuite cette contamination. L'aspiration qui est ici, on a choisi de prendre une aspiration extrêmement forte, qui est plus que 900 litres par minute. C'est-à-dire, en 10 minutes de traitement, on va aspirer 9 mètres cubes d'air, histoire de maximiser la quantité d'aérosol qu'on peut enlever lors du traitement. Donc ici, nous avons un système de mesure qui va nous permettre de déterminer, voilà, est-ce que l'aérosol qui ressort ici est-il contaminé ou bien pas? Donc, nos hypothèses de mesure,
Eh bien, la première hypothèse de mesure, c'est cette aspiration avec un très fort débit. Et puis maintenant, grâce à ce fort débit, on estime qu'on récupère bien l'aérosol, environ 80% de l'aérosol. On n'a pas fait des mesures exactes de la quantité d'aérosol, mais ce qu'on veut dire, c'est que ce qui est aspiré là est extrêmement représentatif de l'ensemble de l'aérosol qui est généré lors du traitement. Et puis, en faisant 10 minutes de traitement, on va quand même mesurer 9 mètres cubes d'air. C'est-à-dire, c'est une quantité d'air non négligeable de notre cabinet qu'on va pouvoir mesurer. Ensuite, on va le poser à 20 cm de la zone de traitement. En le posant à 20 cm de la zone de traitement, effectivement, tout ce qui est éclaboussure ne va pas pouvoir entrer dans le système. Donc ici, avec ça, on va vraiment mesurer l'aérosol fin, c'est-à-dire cet aérosol qui va pouvoir partir un petit peu dans le cabinet, un peu partout dans le cabinet, qui pourrait éventuellement contaminer les patients. Et ensuite, on va collecter cet aérosol dans notre système de mesure. Et avec cet aérosol qu'on a collecté, on va compter des bactéries. Pourquoi est-ce qu'on va compter des bactéries? Eh bien, ces bactéries, ce sont un indicateur de salive. Effectivement, on a de la salive. La salive a une certaine contamination bactérienne. Donc, ces bactéries qu'on va pouvoir compter nous indiquent combien de salive on a mis. Et ceci va nous permettre d'être un indicateur de charge de virus. Alors, juste en remarque, pour les questions, vous avez un chat qui se trouve à côté. Il faut écrire votre question dans le chat. Et puis, à la fin, je passerai en revue la liste des questions dans le chat pour pouvoir répondre à vos questions les unes après les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pour ne pas les oublier, surtout, pour que je puisse y répondre. Mais j'y répondrai à la fin à toutes ces questions. Donc voilà, on a ce comptage, ces hypothèses de mesure et ces comptages de bactéries pour pouvoir avoir une indication de la charge de virus. C'est un indicateur. Maintenant, dans les conditions de mesure, eh bien, on a d'abord fait une ligne de base, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'air dans le cabinet et c'est la contamination qui est due à la manipulation aussi. Effectivement, on n'est pas sous haut afflux laminaire, on essaye de travailler en conditions réelles, donc un peu de contamination. Voilà ce qu'on va mesurer sur notre ligne de base. Ensuite, on va faire un traitement airflow standard, c'est-à-dire standard. Bon, c'est une personne, un seul praticien qui travaille à deux mains, ce n'est pas avec deux personnes. On va faire une protection des lèvres avec un Optragate, on va faire un bain de bouche avec le Bacterix pour minimiser la charge bactérienne dans la bouche lors du traitement. On va faire le traitement avec l'éjecteur de salive et on va faire le traitement avec la grosse canule. Et puis après, on va faire ce que j'ai appelé le worst treatment, c'est-à-dire le traitement qui est fait, je dirais, à la va-vite. Alors, on a juste mis la protection des lèvres, on a juste mis l'éjecteur de salive, mais on n'utilise ni bain de bouche, ni grosse canule d'aspiration. Donc, c'est vraiment un traitement sale et puis fait à la cow-boy. Et voici les résultats. Ici, ces résultats, alors, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, ici, on a une échelle qui est le nombre de bactéries dans l'air. C'est des CFU par litre d'air. Alors, un CFU ici, c'est à peu près un nombre de bactéries. C'est-à-dire, ici, notre ligne de base, elle est à peu près à une bactérie par litre d'air. Vous prenez 1 litre de lait, et bien dans 1 litre de lait, vous mettez une bactérie. Voilà. Et ça, c'est notre contamination de base. On pourrait encore essayer d'être meilleur dans la manipulation, mais voilà, c'est notre contamination de base, c'est la contamination normale de l'air. Et ce qu'on voit, c'est que pendant 10 minutes de traitement, en faisant le traitement airflow standard, eh bien, on n'est pas différent de la ligne de base. Donc, c'est-à-dire, en 10 minutes de traitement, on n'a pas mis plus de bactéries dans l'air que ce qu'il y a sur la ligne de base. Maintenant, si on fait un traitement dans les moins bonnes conditions, c'est-à-dire sans aspiration, et on voit clairement une grosse quantité de poussière qui s'envole, vous en avez vu un échantillon dans les vidéos que je vous ai montrées, eh bien dans ces conditions-là,
on a une petite quantité de bactéries qui sont quand même envoyées dans l'air. C'est-à-dire, on est 4 à 5 bactéries par… si on prend un volume de 1 litre, on peut prendre 1 litre de lait pour se rendre compte à quoi ça correspond. On a 4 bactéries dans 1 litre d'air. Donc, ce qu'on voit déjà ici, c'est qu'en conditions de traitement standard, on n'a pas de contamination d'air détectable. Donc, c'est un résultat qui est intéressant. Maintenant, on peut trouver dans la littérature certaines quantifications. Ici, j'ai trouvé un article qui montrait que voilà, de tousser une fois génère dans l'air à peu près 1,1 mg de salive. Et nous, ce qu'on voit, c'est que si on calcule en fonction du nombre de bactéries en 10 minutes de traitement, eh bien, on va générer, on a collecté moins de 0,4 mg de salive. Et puis, dans le pire des cas, 1,4 mg de salive en 10 minutes de traitement. Et ce qu'on peut voir de cette quantification, c'est qu'en fait, ce qui est généré lors d'un traitement airflow, il y a moins de salive qui est envoyée dans l'air que dans les contacts sociaux avec quelqu'un qui vous tousse à côté ou qui éternue à côté de vous. Et donc, c'est un élément assez rassurant de se dire, ouais, mais attends, quand moi je fais le traitement, je génère moins que quelqu'un qui va tousser à côté de moi, donc, et en 10 minutes de traitement. Alors, je voulais rajouter quelques considérations là-dessus. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe ici avec notre traitement? On a un aérosol fin. Oui, on va générer des petites gouttelettes d'eau. Cet aérosol fin, c'est celui qui est généré à la sortie de la buse. C'est là où on a la principale source d'énergie pour générer les petites gouttelettes. Mais cet aérosol fin, lui, il n'est pas contaminé. Donc, il ne pose pas de problème. Maintenant, on a un deuxième élément, c'est qu'on a des vitesses de particules. Les particules à l'impact, elles vont venir et elles ont une possibilité de tuer les bactéries ou les virus. Et ensuite, cet aérosol fin, il est arrivé sur une surface d'une dent, en contact avec la dent, eh bien, on a un effet de collapse, c'est-à-dire les gouttes vont se recoller ensemble pour former des gouttes d'eau plus grosses. Donc, généralement, l'aérosol qui est généré lors du traitement, il forme des gouttes d'eau plus grosses et il va plutôt tendre à devenir des éclaboussures plutôt qu'un aérosol qui va contaminer plus loin. Si on pousse la réflexion plus loin, en regardant sur le piézon, en fait, sur le piézon, si on regarde un piézon, on a de l'aérosol qui est généré tout le long de l'insert. Mais en fait, cet aérosol qui est généré tout le long de l'insert, c'est un aérosol d'appareil. Et plus que 90% de cet aérosol, c'est un aérosol d'appareil, c'est-à-dire un aérosol qui n'est pas contaminé. La seule possibilité de contamination de cet aérosol, c'est en bout d'instrument. Quand le bout d'instrument est en contact avec le patient, c'est à ce moment-là où un aérosol contaminé peut commencer à être généré. Alors déjà, ici, la première chose à se rendre compte de cette considération, c'est que ça ne sert à rien d'essayer d'aspirer tout l'aérosol qui est généré. Celui-ci, il ne pose pas de problème, c'est que de l'eau. Ce qu'il faut, c'est concentrer son aspiration, idéalement la grosse canule d'aspiration, mais il faut concentrer son aspiration sur le bout de l'instrument. C'est le seul endroit qui va pouvoir générer de l'aérosol contaminé si ça en génère. Maintenant, des tests extrêmement récents qui datent il y a très peu de temps en arrière, parce que j'ai continué à travailler sur le sujet, montrent qu'en fait, avec le piézon, on ne génère pas non plus d'aérosol du tout. Donc, en résumé, on a 50% des types d'aérosols qui ne posent aucun risque de contamination. Les poussières, les aérosols d'eau, les aérosols d'appareil, ils n'ont aucun problème de contamination. Et on a 50% des types d'aérosols qui commencent à avoir des risques de contamination. Alors je dirais, celui qui a le plus grand risque de contamination, c'est les éclaboussures. Mais ces éclaboussures, elles ont un effet local. Donc, avec une bonne protection personnelle, une bonne technique, on n'a quasiment pas de risque de contamination.
Et les bioaérosols, cette fois-ci, eh bien, la quantité générée de ces bioaérosols, elle est extrêmement minime. Et elle correspond moins que de tousser. Donc ici, en clair, si on regarde, qu'on utilise l'airflow, qu'on utilise le piézon, les risques de contamination sont vraiment négligeables. Et donc là, j'ai laissé cette petite phrase en anglais parce que je ne sais pas si on peut jouer avec les mots comme ça en français, en disant qu'on peut sans problème faire de l'airflowing sans souci, avec une bonne technique, avec une bonne protection personnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et maintenant, c'est le temps d'aller aux questions. Si je vois les questions. Alors, question ici, c'est là. Question-réponse. OK. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Participation. Merci beaucoup, Marcel, pour ta présentation. On va regarder s'il y a des questions et si jamais écrivez dans le chat tout de suite vos questions et on va pouvoir répondre. Sinon, merci beaucoup d'avoir participé. Donc là, j'ai vu pendant la présentation, quelqu'un avait levé la main. Si cette personne pouvait écrire sa question, ça permettrait justement que je puisse y répondre, à moins que j'y ai répondu. Alors, moi, je vois quelques questions qui apparaissent. Durée d'action du bain de bouche pendant les soins. Faut-il le renouveler? C'est une question qui est très, très discutée. Alors, je dirais, dans l'absolu, effectivement, le bain de bouche va réduire la charge bactérienne de la salive. Maintenant, de la nouvelle salive sera générée lors du traitement. On pourrait le renouveler. Maintenant, si je regarde la quantité de contamination qui est vraiment négligible lors du traitement, je dirais non, ça ne me semble pas être forcément nécessaire de le faire. J'ai une autre question. Alors là, je ne comprends pas très bien. Où suspicion de Covid, le virus va se diffuser dans l'air. Donc, est-ce que s'il y a une suspicion de Covid, le virus va se diffuser? Est-ce que c'est ça la question? Donc ici, ah oui, alors est-ce que si le patient a une suspicion de Covid? Alors Oui. effectivement, bon, je pense que par mesure de prudence, il faut faire un tri des patients et s'il y a un patient qui est malade, eh bien, il faudrait éviter de le traiter. Ceci étant dit, si on voit ici la quantité d'aérosol qui est vraiment transmis dans l'air, pour moi, le problème du patient qui a le Covid, c'est plus le problème qui va vous tousser à gauche à droite dans le cabinet. Et ça va générer beaucoup plus de contamination que le traitement que vous allez faire. Mais donc, ce genre de patient, il faudrait leur demander plutôt de rester à la maison. Une autre question, est-ce qu'il est utile de mettre de l'eau oxygénée dans la bouteille d'ultrasons ou du bain de bouche? Est-ce qu'il y a une utilité du coup suite à cette présentation? Alors je dirais, la question a été soulevée évidemment avant que j'ai commencé à faire tous ces tests, ou disons en parallèle de ces tests. Parce que comme on ne sait pas, donc quand on ne sait pas, on va essayer de minimiser au maximum les risques. Je dirais, après ces tests, on peut se dire, bon, on peut toujours utiliser ceinture et bretelles, mais c'est ceinture et bretelles. On a déjà quelque chose de bien avec le traitement, si on fait une bonne protection personnelle et en utilisant la grosse canule d'aspiration. Donc, on a déjà un système qui est très minime en termes de contamination. Donc, l'eau oxygénée, la nécessité est fortement réduite. C'est quand même un sujet qu'on va regarder plus en détail de notre côté. Donc, c'est sur le tapis pour regarder si ça vaut la peine ou bien pas.
il y a toujours la question par rapport à cette eau oxygénée, maintenant je pousse le sujet plus loin, c'est le temps de contact. Combien de temps faut-il pour l'eau oxygénée pour tuer le virus? Combien de temps faut-il pour l'aérosol qui contiendrait le virus de passer de la bouche jusqu'à nos bronches, par exemple? Si le temps de contact est de 15 ou 20 secondes, si l'aérosol est inhalé avant ces 15 ou 20 secondes, ben, du coup, l'oxygéné n'aura plus aucun effet. Mais voilà, c'est des questions ouvertes. Je dirais, à la base, on est déjà assez safe parce qu'on a un traitement qui ne génère quasiment pas d'aérosol, si on le fait bien. Et les bretelles supplémentaires, on va les évaluer plus en détail pour voir si vraiment elles font du sens ou bien pas. J'ai un doute là-dessus. Autre question, que se passe-t-il sur un patient asymptomatique au Covid-19 le jour de la consultation et qui, une semaine après, est testé Covid? Ben, ici, je dirais, c'est pour ça qu'on a toutes ces mesures de protection. Puis je dirais, c'est pour ça qu'on fait ces tests. Quand on a un patient Covid, OK, on ne le prend pas, facile, c'est réglé. Toute la question se pose sur des questions, sur des patients qui sont en train de devenir malades. Et donc, par rapport à ces patients qui sont en train de devenir malades, c'est pour ça qu'on va se protéger, parce que tout patient, même si maintenant il est guéri, pourrait être porteur de maladie. Et cette maladie, il faut bien se le dire, ce n'est pas que le Covid-19. Il y a toutes les autres maladies, la grippe, la tuberculose qui posait problème il y a certaines années en arrière et ce genre de choses. Enfin, c'est toutes ces maladies-là qui nécessitent d'avoir cette protection personnelle, une bonne protection personnelle, et de faire un bon traitement avec la grosse canule et puis de minimiser ces aérosols. Ce qu'on a montré là, nous, dans nos tests, c'est que oui, les aérosols sont minimisés par une bonne technique. Et c'est ça qui est super important. C'est-à-dire, oui, ça marche. Ok, alors là, on a plusieurs questions sur le même sujet. Est-ce que les recommandations françaises vont changer? Car malheureusement, elles proscrivent l'utilisation de l'airflow. D'un point de vue juridique, c'est ennuyeux. Et on a le même type de question. Est-ce qu'il y a du lobbying qui va être fait pour diffuser cette information auprès du Conseil de l'Ordre pour contredire ce qui a été annoncé? Alors, pour l'instant, non, on n'a pas prévu de lobbying. Aller contre le Conseil de l'Ordre, c'est pas simple. Alors, je dirais, ici, on a déjà commencé à travailler sur l'Allemagne. Et donc, sur l'Allemagne, on a été sur le Conseil de l'Ordre allemand. Et puis, on leur a dit, écoutez, les gars, vous avez vu ces tests? Révisez, s'il vous plaît, vos recommandations. Et les gens ont effectivement, quand ils ont vu les résultats des tests, ils se sont dit, ah, ouais, d'accord, on est d'accord. Et donc, ils nous ont permis de faire une publication super rapide en Allemagne. Alors, la petite difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a un timing qu'ils veulent être les premiers à publier. Et cette publication aura lieu à partir du 16 juin, donc c'est-à-dire d'ici une semaine à peu près. Et donc, à partir de là, tout cela sera public et on va commencer à faire du lobbying un peu partout. Parce que là, on aura une publication officielle dans un grand journal qui va permettre ensuite d'utiliser ça et puis d'aller plus loin. Mais oui, c'est le but. C'est le but d'avoir fait ces tests parce que justement, ça n'avait pas été fait. Et puis maintenant, alors effectivement, j'ai tout écrit ça sous forme d'une publication scientifique, mais une publication scientifique, ça va prendre une année jusqu'à ce que ça soit publié. Donc maintenant, le but, c'est justement de partager cette information le plus possible parce que le problème, il est maintenant. Il est maintenant pour vous, les cliniciens, il est maintenant. Donc, c'est pour ça que voilà, on partage autant qu'on peut ces informations-là. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci. Autre question, le fait de placer la grosse canule d'aspiration au plus près de l'extrémité de l'insert n'engendre-t-il pas en fait un échauffement de l'insert et de la surface à traiter? Habituellement, il est recommandé de laisser l'insert vibrer en ambiance très humide pour refroidir localement. C'est une très bonne question. Je dirais, pour l'instant, je n'ai pas une réponse précise. Je suis justement en train de faire ces tests piézons pour bien m'en rendre compte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le refroidissement de l'insert est fait par l'eau qui arrive à partir de l'insert. Et je dirais, le fait de laisser l'eau s'écouler
et de juste aspirer ce qui est sur le bout de l'insert, ben, ça permet de l'eau d'arriver jusqu'au bout de l'insert. Donc, en principe, ça ne devrait pas poser de problème sur le refroidissement. Et puis, l'insert n'étant pas très grand, même si l'aspiration n'est pas directement collée dessus, mais dès que vous la mettez à côté, tout ce qui est aérosol va être aspiré assez facilement. Donc là, au niveau technique pratique, malheureusement, je ne suis pas le praticien, mais effectivement, il y a un fine-tuning à faire là-dessus. Et cette grosse canule d'aspiration permet de minimiser aussi une grosse partie des splatters, mais à mettre sur le bout de l'insert et pas à essayer d'attraper tout ce qui s'envole et puis qui est non contaminé à la fin. Parce que dans ce cas-là, on se perd. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je n'en vois plus. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Un grand merci à tous pour votre participation. Alors, il y a des qui ont levé la main. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des participants qui ont levé la main? Est-ce que ceux qui ont levé la main voudraient bien écrire quelque chose dans le chat? Alors, on me demande si la présentation sera partagée. Oui, elle a été enregistrée et je referai une newsletter en fait avec un lien pour l'avoir en replay. Hein, aucun souci. Voilà. Bon, Ok. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de toutes les questions. Merci Marcel. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion, à ce webinaire. Oui. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du responsable EMS de votre région qui pourra vous répondre ou qui nous fera transférer vos demandes si besoin. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir.